Sophie Scholl est une figure de la résistance allemande face au nazisme. Elle appartient au mouvement de la Rose Blanche, un groupuscule de jeunes intellectuels auteurs de tracts contre Hitler. Arrêtée par la Gestapo à 21 ans, elle confesse les raisons de son action. Le nazisme pousse le peuple allemand dans l'abîme, elle n'en démord pas. C'est son histoire, aux prises avec les heures les plus noires de l'Allemagne nazie, que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Je suis Virginie Giraud et je vous souhaite la bienvenue au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Sophie Scholl, une résistante allemande face au nazisme. Épisode 1, la jeune fille qui lisait Saint-Augustin. Nous sommes à l'université de Munich, le 18 février 1943. Sophie Scholl et son frère Hans marchent dans les couloirs de l'établissement. Leur pas est pressé. Ils abandonnent à gauche et à droite des tracts écrits par la Rose Blanche, un groupuscule de résistance au nazisme. Ils ont laissé des papiers à tous les étages du bâtiment, sur les tables, sur les balustrades de l'atrium. Quand les étudiants arriveront, ils les trouveront par centaines. Ils les liront. Étudiants, étudiantes. La défaite de Stalingrad a jeté notre peuple dans la stupeur. La vie de 300 000 Allemands, voilà ce qu'a coûté la stratégie géniale de ce soldat de 3e classe, promu général des armées. Führer, nous te remercions. C'est sûr. Avec ça, les étudiants vont ouvrir les yeux. Ils cesseront de soutenir le régime nazi et refuseront la guerre. Le cœur de Sophie bat de plus en plus vite. Elle veut y croire. Elle ne réfléchit plus. Guidée par l'espoir qui lui donne la force de défier les nazis, elle s'avance au bord de la balustrade de l'atrium et jette une pile de tracts dans les airs. Les feuilles retombent doucement depuis le 2e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Ces tracts forment une pluie de mots. Jamais plus. Tyrannie. Les hommes sont devenus des criminels sans Dieu. Lutter contre la dictature. Liberté et honneur. En découvrant la pluie de tracts qui s'abat dans l'atrium, le concierge de l'université ordonne de fermer immédiatement toutes les issues du bâtiment et d'appeler la Gestapo. Hans et Sophie Scholl ont toujours refusé la violence. Ils ne cherchent pas à s'enfuir. Quand Sophie Scholl naît le 9 mai 1921 à Fortenberg, dans le district de Stuttgart, en Allemagne, la Première Guerre mondiale est terminée. Son père est le maire de la ville. Sa mère, quant à elle, élève ses 2 filles et ses 2 garçons avec des valeurs chrétiennes et humanistes. Les années folles commencent. Même si l'économie allemande n'est pas au beau fixe, la famille est heureuse. En 1931, Sophie a 10 ans. Sa famille déménage à Ulm, en Bavière. Depuis la crise de 1929, le parti d'Adolf Hitler, le NSDAP, est en pleine ascension. Il remporte plusieurs élections avec désormais un tiers des votes des Allemands aux législatives de 1932. L'année suivante, Hitler est nommé chancelier de la République de Weimar. Pour lui, c'est une première marche vers le pouvoir personnel. Alors qu'il détruit méthodiquement ce qu'il reste de démocratie pour fonder le Troisième Reich, les nazis créent les jeunesses hitlériennes. Vous aussi, ça vous fait frémir l'idée des jeunesses hitlériennes? Des enfants habillés en petits nazis, totalement endoctrinés pour servir le régime? Voilà comment les choses se sont passées, en toute simplicité. Au début, ça ressemble un peu à des mouvements de scoutisme, sauf qu'ils sont politisés. Dès 1933, il y a déjà 2 millions de jeunes dans les jeunesses hitlériennes. C'est 30% des adolescents de 10 à 18 ans. 7 ans plus tard, 82% des jeunes seront passés dans les jeunesses hitlériennes. Parmi eux, bien sûr, il n'y a aucun juif. Ceux-ci sont interdits. Le parti n'a jamais caché son antisémitisme. On ne peut pas dire que les nazis avancent masqués sur ce point. Et pour ceux qui avaient des doutes, Mein Kampf, le programme politique d'Hitler écrit au milieu des années 1920, annonçait déjà la couleur. Les jeunesses hitlériennes sont divisées en plusieurs groupes non mixtes, d'abord pour les 10-14 ans, puis pour les 14-18 ans. Au début des années 1930, ces groupes de jeunes sont si attractifs que les 4 enfants Scholl s'y inscrivent contre l'avis de leurs parents.
Le couple Scholl n'est pas nazi. Ils se méfient des idées de Hitler, mais ils ne peuvent pas s'opposer à leurs enfants. Et pour cause. Les petits des jeunesses hitlériennes sont invités à dénoncer auprès de leur organisation les parents récalcitrants. Sophie Scholl entre donc de son plein gré au BDM, la Ligue des jeunes filles allemandes, réservée aux demoiselles ariennes entre 14 et 18 ans. Au début, Sophie aime bien l'ambiance du BDM. L'uniforme est sympathique, jupe bleu marine sous le genou, chemisier blanc, foulard noué sous le col et une petite broderie à croix gammée côté cœur. L'ambiance est chaleureuse. Il y a plein d'excursions, on chante, et puis on fait des fêtes. En 1937, l'une des filles du BDM de Sophie organise souvent des soirées dansantes chez ses parents. Comme ceux-ci sont permissifs, il y a de l'alcool et des cigarettes. Sophie a l'impression d'être une grande. Elle déplore seulement qu'il n'y ait pas de musique qui swing pour danser, parce qu'on n'écoute pas n'importe quoi quand on fait partie du BDM. Mais bientôt, Sophie ne pense plus vraiment à la musique. Il y a un beau garçon qui s'approche d'elle. Grand, mince, visage aux angles virils et beau costume bien coupé de sous-officier de la Wehrmacht, Fritz Hartnagel est très séduisant. Il a 20 ans, Sophie en a 16. Elle est amoureuse pour la première fois. Tout bascule quelques semaines plus tard quand la Gestapo, la police politique du régime nazi, vient frapper chez les Scholl au petit matin. Ils sont venus arrêter les 2 frères de Sophie et Sophie elle-même. Leur faute ? Avoir écouté des chansons interdites et lu des livres d'auteurs juifs. Les autodafés pendant lesquels les jeunes ont massivement détruit dans des brasiers des livres d'auteurs juifs ont eu lieu il y a déjà 5 ans, en 1933. Pour la jeune génération, tout ça est acquis. On ne lit pas des livres nuisibles écrits par des juifs. Sophie et son frère Werner sont relâchés au bout de quelques heures, mais Hans, l'aîné de la fratrie Scholl, passe plusieurs jours en prison parce qu'il fait partie d'un petit groupe secret où on lit des livres interdits. Hans a en effet osé se procurer des ouvrages de Stefan Zweig, un juif viennois, qui a d'ailleurs écrit des biographies historiques sublimes que je vous conseille. Je les adorais quand j'avais l'âge de Hans Scholl. Ce séjour en prison pour des lectures révolte Sophie. Elle ne peut pas faire confiance à un régime qui incarcère des adolescents. C'est l'événement qui va dessiller ses yeux d'enfant et qui plante en elle les graines de la résistance. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Le petit ami de Sophie, Fritz Hartnagel, est mobilisé. C'est le début d'une longue correspondance entre eux. Ils ne se verront plus que pendant les permissions de Fritz. Quand ils rentrent, Fritz et Sophie passent des alliances bon marché à leur annulaire et prennent une chambre d'hôtel pour s'aimer quelques heures, dans leur bulle, loin de la guerre. Aucun gérant d'hôtel ne pose de questions embarrassantes à un jeune couple fraîchement marié, surtout quand le mari porte un costume d'officier nazi et qu'il se bat pour la patrie. D'après la propagande nazie, la guerre aurait dû être gagnée facilement, mais elle s'enlise sur le front de l'Est face à la Russie. En 1941, Sophie a 20 ans. Elle est réquisitionnée pour faire son service agricole dans un groupe de filles. C'est une manière de participer à l'effort de guerre. Elle loge dans un dortoir la nuit et travaille dans les champs le jour. Tous les matins, la journée commence par une séance de sport en tenue réglementaire. Pour short noir et débardeur blanc à croix gammée. Une bonne Allemande est une fille gracieuse, sportive et travailleuse. Autant de qualités qui feront bientôt d'elle une solide mère de famille aryenne. Sophie déteste le service agricole. Elle se rend compte combien cette vie de groupe avec ses rituels absurdes est abrutissante. Les filles n'ont même plus de nom. On les appelle collectivement les jeunes travailleuses. Mais on ne demande pas aux filles de penser ou d'avoir des opinions. Hélas, Sophie est intelligente, trop pour se fondre dans un groupe où sa personnalité se diluerait complètement. Elle cache dans sa couchette un livre alors qu'en théorie, elle n'a pas le droit d'en posséder au service agricole. En secret, elle lit les Confessions de saint Augustin. Saint Augustin, c'est l'un des pères de l'Église. Il a écrit son œuvre au 5e siècle après Jésus-Christ. Il est l'un des plus grands théoriciens de la pensée chrétienne. Sophie est très pieuse. Pour elle, la religion est un tuteur moral sur lequel elle peut s'appuyer pour nourrir ses idéaux de liberté et de justice. Après une année trop longue dans les champs,
Sophie Scholl s'installe à Munich où elle peut enfin commencer ses études universitaires. Elle suit des cours de biologie et de philosophie dans l'établissement où son grand frère Hans fait ses études de médecine. Hans s'est rapproché d'un autre étudiant en médecine, Alexander Schmorell, un jeune orthodoxe issu d'une famille allemande de Russie. Étant donné les origines d'Alexander, la guerre sur le front de l'Est entre l'Allemagne et la Russie lui semble inique. Hans, Sophie et Alexander sont mus par les mêmes valeurs humanistes, pacifiques et religieuses. Pour eux, Hitler est un despote qui fait le mal partout autour de lui. Ils ne peuvent pas le laisser faire sans agir. Mais comment faire ? Les trois jeunes gens décident de prendre la plume et écrire un tract à destination des intellectuels de tout le pays qui, les premiers, doivent se lever contre Hitler parce qu'ils comprennent bien mieux que le peuple moins éduqué ce qui se trame. Ces tracts, Hans, Alexander et Sophie les signeront du nom de leur groupe de résistance, la Rose Blanche. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Sophie Scholl et comment la Rose Blanche va diffuser ses idées, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Sophie Scholl, la jeune fille de famille catholique allemande est entrée dans les jeunesses hitlériennes de son plein gré, mais elle prend vite ses distances avec ce mouvement et le régime qui lui paraît tyrannique et injuste. Jeune étudiante à l'université de Munich, elle monte un groupe de résistance au nazisme avec son frère Hans et leur ami Alexander Schmorell. Je suis Virginie Giraud et je vous souhaite la bienvenue au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Épisode 2. Dénoncer le mal. Au printemps 1942, Sophie Scholl est étudiante à l'université de Munich. Imaginez-la dans les couloirs de son université, avec ses cheveux bruns coupés au carré, raies sur le côté gauche, et sa petite barrette au-dessus de l'oreille droite. Elle a un visage un peu carré, dont les angles sont adoucis par les restes de ses rondeurs enfantines. Regardez ses photos en ligne, il y en a plein. De prime abord, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, vous êtes d'accord ? Mais quand on la regarde de plus près, on remarque son air grave, la profondeur et l'intelligence de son regard. Sophie Scholl n'est pas une fille comme les autres. C'est une résistante. Avec son frère Hans et leur ami Alexander Schmoller, ils ont fondé la Rose Blanche, un groupuscule de résistance au nazisme. On ne sait pas pourquoi ils ont choisi ce nom. C'est sans doute une référence littéraire qui nous échappe. Les trois fondateurs de la Rose Blanche sont chrétiens et pacifistes. Ils appartiennent à une certaine bourgeoisie très éduquée qui considère alors que les intellectuels sont en grande partie responsables du destin de leur nation. Le premier tract de la Rose Blanche s'adresse donc à une liste d'intellectuels qui le reçoivent par la poste. Le tract n'est pas fait pour être lu par monsieur et madame tout le monde. Il est de haute tenue intellectuelle, philosophique et littéraire avec plein de références au corpus culturel allemand comme Goethe et Schiller. Le but est d'attirer l'attention des intellectuels sur ce qui se joue en Allemagne, de les pousser à s'opposer au régime, et ça, y compris s'ils sont antisémites. Pour bien comprendre, il faut que vous en écoutiez quelques passages. Le peuple allemand, selon Goethe, relève d'une essence tragique comparable à celle des Grecs ou des Juifs. Aujourd'hui, il ressemble plutôt à un troupeau d'hommes, lâches, sans volonté, obéissant à tous les maîtres, prêts à se laisser mener à l'abîme. Par un long système de violation des consciences, on a obligé chaque individu à se taire ou à mentir. Peu d'hommes eurent le courage de dénoncer le mal. La mort a été la récompense de ceux qui ont voulu alerter l'opinion. Il y aura encore beaucoup à dire sur le destin de ces héros. Bon, là, vous voyez que la Rose Blanche s'attaque à l'ego de leurs lecteurs triés sur le volet, et Dieu sait que les intellectuels en ont. Il fallait oser, en plein nazisme, comparer les Allemands aux Juifs. Mais l'argument fait mouche, vous êtes bien obligé de le reconnaître. Mais la Rose Blanche va plus loin. Le collectif sait que les nazis aiment se comparer aux Spartiates de l'Antiquité parce qu'ils formaient le peuple le plus pur et le plus courageux. Les Ariens en descendraient même.
Donc, la Rose Blanche remet en question le modèle spartiate. Regardez comment elle s'y prend en citant Schiller, grand homme de lettres et théoricien de l'esthétique prussien au XVIIIe siècle. Écoutez-le. La victoire politique fut acquise par la négation de tout sentiment d'ordre moral. On orienta les aptitudes individuelles dans ce sens. Il n'y avait à Sparte ni d'amour conjugal, ni d'amour maternel. L'affection de l'enfant pour le père, de l'ami pour l'ami, était proscrite. Le pays ne comportait que des citoyens, la seule vertu civique régnait. Une loi d'État commandait aux Spartiates de se conduire envers leurs esclaves comme des tyrans. L'humanité était outragée et bafouée en ces malheureuses victimes de la guerre. Le code spartiate prescrivait le principe dangereux de considérer les hommes comme des moyens, non comme des fins. Par là, on renversait les fondements du droit naturel et la moralité. Évidemment, vous connaissez mon tropisme pour les Romains et je ne reviendrai pas ici sur la supériorité des Romains sur les Grecs, c'est pas le moment. Ce que veut dire la Rose Blanche ici, c'est que tout régime qui déshumanise l'homme rompt les liens amicaux et familiaux qui relient la société et se comporte en tyran sur des groupes asservis est voué à la disparition. Le message est clair, les nazis finiront comme les Spartiates. Mal. La rhétorique de la Rose Blanche est géniale puisqu'elle s'appuie sur des arguments nazis pour les démonter. Au fil des mois, la Rose Blanche grandit. Elle finit par compter une dizaine de membres, tous étudiants auxquels s'ajoutent 2 professeurs de l'université de Munich qui font office de mentors. La Rose Blanche s'est procuré une petite ronéotypeuse, l'ancêtre de l'imprimante, et diffuse plus largement ses 3 tracts suivants par la poste et par des voyages dans des villes voisines. Tout le sud de l'Allemagne finit par être inondé de tracts. Vue de la Gestapo, la Rose Blanche ressemble à un énorme réseau avec des ramifications dans toute la moitié sud du pays. Et la Gestapo n'aime pas ça. Ces tracts remettent en cause le régime très dangereusement. Elle cherche donc à remonter la piste de la Rose Blanche en suivant ses pétales de papier. Peu après la diffusion du premier tract, en juillet 1942, Hans Scholl, Alexander Schmoller et leur complice Willy Graf sont réquisitionnés comme infirmiers sur le front de l'Est. Ils découvrent avec horreur la réalité du terrain. La guerre contre la Russie est une boucherie bien éloignée de la propagande nazie. C'est à cette occasion qu'une partie de la Rose Blanche se rapproche de résistants communistes. Leur mouvement reste apolitique, mais il n'est pas hostile au bolchevisme que les nazis prétendent combattre pour le bien de leur patrie. Rien ne vaut à leurs yeux le sacrifice de tant de vies humaines. Après quelques mois sur le front, les 3 étudiants peuvent reprendre leurs études. 3 autres tracts sont écrits, toujours à destination des intellectuels du Reich. Ils dénoncent notamment le meurtre de 300 000 juifs. C'est la preuve que les informations sur l'anéantissement des Juifs ne sont pas si bien cachées que ça. Celui qui veut les voir les trouve sans grande difficulté. Mais il est bien plus facile de fermer les yeux sur l'indicible. N'y voyez pas un jugement de ma part, c'est seulement la nature humaine qui est faite comme ça. Par ailleurs, la dimension chrétienne de la Rose Blanche s'affiche ouvertement. Le tract numéro 4 cite la Bible. Il accuse Hitler de blasphémer et de ne songer qu'à Satan. C'est bien au nom de leurs valeurs religieuses et catholiques que les Scholl s'opposent au nazisme. Le tract numéro 5, rédigé début janvier 1943, alors que la bataille de Stalingrad n'en finit plus de prendre des vies, est écrit sous la houlette de Karl Huber, l'un des professeurs des étudiants de la Rose Blanche. Cette fois, le tract change de ton. C'est une action à plus grande échelle. Il s'adresse à tous les Allemands. Écoutez-en quelques passages. Allemands, voulez-vous subir et imposer à vos enfants l'horrible sort des Juifs ? Les mêmes juges qui châtieront vos maîtres vous sommeront-ils de rendre compte ? Et faudra-t-il, pour vous comme pour eux, appliquer la même loi ? Serons-nous, pour toujours, le peuple haï de tous, exclu du monde ? Non, vous n'êtes pas des dupes. Une nouvelle guerre de libération commence. Décidez-vous avant qu'il soit trop tard. Ne croyez pas la propagande nationale-socialiste qui, par la peur du danger bolchéviste, vous a terrorisé. Ne croyez pas que le salut du pays dépende des succès du nazisme. Un ordre social criminel ne saurait donner une victoire à l'Allemagne. Séparez-vous à temps de tout ce qui sert ou glorifie cette dictature.
Une époque viendra où la justice, pour être bien fondée, n'en sera pas moins implacable. Elle condamnera les indécis et les prudents comme des traîtres. Voilà, tout est dit. Quand on voit la lucidité de ces tracts, on comprend qu'au moins une partie de l'Allemagne savait tout et avait tout compris. Et à la fin, pour éviter une nouvelle guerre, le tract appelle à la fondation d'une Europe nouvelle. Évidemment, pas besoin de vous dire que la Gestapo est sur les dents. Hitler et Goebbels, nommément cités dans les tracts, sont hystériques. La Rose Blanche appelle à la désobéissance civile et au sabotage dans les usines d'armement. Chaque Allemand pourrait devenir un résistant des petits gestes du quotidien, autant de gestes qui achèveraient le nazisme. D'autant plus qu'un événement va faire tourner l'opinion publique. Le 2 février 1943, les nazis se rendent à l'évidence. La bataille de Stalingrad en URSS est un échec. Les Allemands ont perdu plus de 260 000 hommes, sans compter les prisonniers et les blessés. 6 mois d'horreur pour rien. Sophie Scholl a eu des nouvelles du front parce que son petit ami Fritz Hartnagel était sur place. Il a été évacué parce que ses doigts ont gelé et il a dû être amputé. À la fin de la bataille, Fritz se trouve dans un hôpital en Pologne. Sophie et Hans Scholl savent tout ce qu'il s'est passé à Stalingrad. C'est pour ça qu'ils sont ulcérés par la communication des nazis qui n'en font pas une défaite dramatique, mais presque une victoire morale. Goebbels, le ministre de la propagande, anime en effet un grand meeting au Palais des Sports de Berlin. Goebbels est un orateur de génie, encore meilleur que Hitler. Il maquille les faits pour conserver l'opinion publique. Mais tout ce qui sort de sa bouche n'est que mensonge. C'est l'ignoble propagande nazie au sujet de Stalingrad qui pousse la Rose Blanche à écrire son 6e tract à destination des étudiants cette fois. Et oui, si les étudiants ne se rebellent pas, c'est eux qui serviront bientôt de chair à canon pour assouvir la mégalomanie d'un régime tyrannique et meurtrier qui ne fait que reculer son inéluctable chute en versant le sang de sa population. La Rose Blanche en appelle donc à un sursaut de la jeunesse éduquée. Écoutez la puissance de leurs mots. Nous avons grandi dans un état où toute expression de ses opinions personnelles était impossible. On a essayé, dans ces années si importantes pour notre formation, de nous ôter toute personnalité, de nous troubler, de nous empoisonner. Dans un brouillard de phrases vides, on voulait étouffer en nous la pensée individuelle et on appelait cette méthode « formation pour une conception saine du monde ». Par le choix du Führer, un choix comme on en pouvait faire de plus diabolique et de plus borné à la fois, des hommes sont devenus des criminels sans Dieu, sans honte, sans conscience. Il en a fait sa suite aveugle, stupide. Ce serait à nous, travailleurs intellectuels, de régler son compte à cette nouvelle clique de seigneurs. Souvenez-vous de ce que je vous disais dans le premier épisode. 82% des jeunes Allemands ont fréquenté les jeunesses hitlériennes. Ils sont calibrés pour suivre le régime, pour ne plus penser par eux-mêmes. En plus, les dignitaires nazis peuvent donner des conférences quand ils veulent à l'université pour empêcher cette jeunesse éduquée d'ouvrir les yeux. Mais comme le dit la Rose Blanche, ce sont aux intellectuels suffisamment armés pour reconnaître les techniques d'endoctrinement de se battre contre le nazisme, non par la violence, mais par le refus d'obéir. Au matin du 18 février 1943, Hans et Sophie Scholl se rendent à l'université pour déposer des tracts dans tous les coins avant l'arrivée des étudiants. Dans un mouvement plein de panache, Sophie en lance une liasse depuis le 2e étage de l'atrium. Cette pluie de tracts attire l'attention du concierge qui fait boucler le bâtiment et appelle la Gestapo. Hans et Sophie se laissent arrêter sans résister. Il y a des preuves contre eux. Alors ils vont parler à la Gestapo, expliquer leur vision du nazisme et tout assumer pour protéger les autres membres de la Rose Blanche. Ils livrent leur vision du nazisme à leurs geôliers avec une sorte d'insolence naïve, comme si, au fond d'eux, ils pensaient pouvoir les retourner par la raison et les arguments. C'est un échec, bien sûr. En outre, leur sacrifice a été vain. Un autre membre de la Rose Blanche, Christoph Probst, a été arrêté. Il y avait des brouillons des tracts chez lui. Le 22 février 1943, Christoph Probst,
Hans et Sophie Scholl passent devant le tribunal du peuple. Roland Freisler, le chef de ce tribunal, un fanatique nazi, a pris le train de nuit depuis Berlin pour juger en personne la Rose Blanche dans la matinée. Sans surprise, à 14h, le verdict est déjà rendu. Les 3 accusés sont condamnés à mort pour haute trahison, propagande subversive, complicité avec l'ennemi, démoralisation des forces militaires, incitation à la désobéissance civile et pensée défaitiste. La peine sera exécutée à 17h. Hans et Sophie ont 30 minutes pour dire adieu à leurs parents. Sophie Scholl marche ensuite courageusement vers la guillotine. Elle a sans doute dans le cœur les prières et les mots de saint Augustin qu'elle a tant aimés. Elle a la conviction qu'elle s'est battue pour un monde plus juste et que ses idées feront leur chemin après sa mort. Le couperet de la guillotine s'abat avec un bruit sec. Sophie Scholl avait 21 ans. Deux ans et 2 mois plus tard, Hitler se suicide le 30 avril 1945 dans son bunker de Berlin. La Seconde Guerre mondiale s'achève. Entre 1945 et 1946, le procès de Nuremberg, intenté par les Alliés vainqueurs, juge les principaux dignitaires nazis encore en vie pour crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Sophie et Hans Scholl, quant à eux, deviennent des héros nationaux. Les lettres de Sophie à son amoureux Fritz ont fini par être publiées en 2016. Elles donnent à voir son caractère à la fois affirmé et tendre. Le 16 mai 1940, alors que Fritz était au front, elle lui écrivait « Pense à moi de temps en temps, mais ne rêve pas de moi. Je suis souvent avec toi en pensée, en espérant que tu vas bien et en me disant que je t'aime. » Elle ignorait alors que nous serions très nombreux à penser aussi à elle dans le siècle à venir. C'est la fin de ce récit consacré à Sophie Scholl. Pour en savoir plus sur le destin de cette jeune résistante allemande, je vous invite à lire mon article publié par notre partenaire Madame Figaro. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Florine Sylvan. Voix de Sophie Scholl, Florine Sylvan. Et moi, la plume et la voix au cœur de l'histoire, je vous dis à très bientôt sur votre plateforme d'écoute favorite.